Cette exposition, elle repose sur une collection de photographies qui a été constituée par le collectionneur et auteur David Thompson, qui les a principalement achetées sur eBay et sur des sites en ligne, en commençant cette collection pendant la pandémie. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cartes postales photographiques. Ce sont donc des images qui sont hybrides, moitié carte postale, moitié photographie traditionnelle, photographie argentique. Ce sont des images qui la plupart du temps étaient faites à la maison, soi-même je veux dire, et qui avaient au dos un tampon avec un espace pour mettre un timbre, une adresse et quelques mots. Donc c'est des images qu'on s'envoyait. Et c'est une pratique qui a connu un engouement absolument extraordinaire aux États-Unis entre 1905 et 1915 en particulier. Ça a duré jusque dans les années 30-40. C'est en 40 que Kodak cesse de produire l'appareil photo qu'il met sur le marché en 1903. Donc on peut dire que les bornes temporelles sont celles-ci. Mais dans l'exposition, on est vraiment dans cette période de très très grand engouement pour la pratique. Qu'est-ce qui suscite en fait cet engouement? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la simplification des techniques de prise de vue et de tirage en photographie. Le deuxième, c'est la gratuité et la modernisation des livraisons postales. Et le troisième, c'est la baisse des coûts d'envoi. Ces images, elles nous plongent dans un univers, elles nous plongent dans le passé de l'Amérique rurale du début du XXe siècle. Et elles ont cette particularité d'être des instantanés de vie quotidienne. On y voit la rue principale du village, on y voit les travaux des champs, on y voit la maison, c'est un thème qui revient beaucoup. On y voit la grange, on y voit les animaux, on y voit la pêche, la chasse, on y voit les pommes de terre aussi. La plupart des photographies ont été faites artisanalement par des amateurs, par des hommes et des femmes d'ailleurs. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de femmes parce que on peut lire les messages. Ils sont signés par exemple Elisabeth qui raconte à sa cousine Sarah qu'elle a réalisé ses premières cartes photos et qu'elle en envoie un exemple et d'autres comme ça. Donc des amateurs. Des gens qui s'achètent un appareil photo Kodak, qui peuvent ensuite envoyer l'appareil entier chez Kodak, qui propose ce service et qui va développer la pellicule et recharger l'appareil et renvoyer l'appareil tel quel. Mais ces photographies se trouvent aussi en vente. On peut en acheter à des photographes, en particulier des photographes ambulants qui les produisent. Et certains sujets sont particulièrement prisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont un petit peu une manne, ils se vendent bien. Et parmi ces sujets, il y en a un qui nous a beaucoup intéressés, qui sont ce qu'on peut appeler les désastres, les catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, les tempêtes de sable, les cyclones, les orages. Ces photographes, alors des fois ils ont la chance d'être là au moment où ça arrive, des fois ils arrivent, le plus souvent ils arrivent après les dégâts. Ils vont donc imprimer en grand nombre ces photographies et les vendre, et là tout un chacun va pouvoir envoyer des nouvelles de chez soi, des nouvelles de la catastrophe qui s'est passée pas loin à ses proches. Soit pour les rassurer, soit pour leur dire la maison de l'oncle Paul a été détruite, regardez, etc. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est à une époque où l'image commence à rentrer dans les journaux, l'image photographique, mais surtout dans les grands journaux aux États-Unis, dans les grandes villes. Mais on n'a pas encore le téléphone dans ces zones rurales, et donc c'est en gros un des premiers moyens de faire rentrer de l'information à l'intérieur du foyer, de l'information, des news en fait, avec ces cartes photos.
Ce qui est radicalement différent dans cette iconographie par rapport à tout ce qu'on a connu avec la photographie jusque-là, c'est que ces images transportent avec elles des messages, elles transportent avec elles quelques mots, elles transportent de l'écrit. Et dans cette exposition, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé aussi de mettre en valeur, et dans le livre aussi qui est associé à l'exposition, c'est de mettre en valeur donc ces liens entre l'image et les mots. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a peu de place pour écrire sur une carte. Donc ça va entraîner un rétrécissement, on pourrait dire, du langage. Ça va entraîner une écriture différente. On n'est plus devant une grande feuille de papier, c'est des échanges épistolaires qui sont nouveaux. La carte postale existait déjà depuis le milieu du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Mais au tout début de la carte postale aux États-Unis et jusqu'en 1906, les dos des cartes ne sont pas divisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace qui est réservé pour l'adresse et un espace pour la correspondance. Seul est autorisé, au dos des images, l'adresse. On interdit l'écrit. Mais ça n'empêchera pas les gens à écrire sur les images, écrire dans leur image, etc. Il y a des témoignages assez intéressants qui datent du 19e siècle, donc du début de la carte postale, où des membres du Congrès postal et puis d'autres gens, des journalistes, se sont exprimés sur leur crainte de voir le langage s'atrophier du fait du peu d'espace qui était réservé à l'écrit. Ce qui est intéressant pour nous avec cette iconographie, c'est qu'elle nous renvoie à notre présent de la correspondance. Elle nous renvoie à notre quotidien de la correspondance. On s'envoie sans cesse des SMS, donc des messages courts. Sur les réseaux sociaux, on s'envoie des images, ou avec WhatsApp, on s'envoie une image, sans mots des fois, ou une image et quelques mots. Et dès cette période des RPCC, on voit dans les correspondances que les gens donc rétrécissent les mots, un petit peu comme on fait, c'est-à-dire il y a une carte postale notamment qui montre un train qui rentre en gare, dans la gare d'Ansonia, et où est écrit dans sa marge que je t'attends, waiting for you, et le you, Y-O-U, est écrit U, est remplacé par une lettre, comme on fait beaucoup aujourd'hui par SMS. Ces écritures aussi qui sont hachées, elles ne sont pas que réduites, mais elles sont aussi hachées, c'est-à-dire qu'on va à la ligne, on écrit un mot ici, on le continue là. Des fois, le texte, il commence sur l'image et il se poursuit du côté où on peut écrire, au verso. C'est les interruptions en fait qui naissent de l'espace de la carte photo, elles vont aussi créer un espèce de rythme dans le langage et une poésie, en fait une poésie qui est d'ailleurs aussi visuelle, puisque la façon dont les mots se répandent sur l'image ou s'organisent dans ces interstices, dans ces vides, crée des compositions graphiques en fait, qui ressemblent à la poésie visuelle, mais aussi une poésie du langage avec des mots qui sautent aussi parfois, avec donc des interruptions, une rythmique un peu comme ça, qui peut rappeler le spoken word, en fait, la poésie parlée. Parmi les sujets qui reviennent régulièrement, eh bien, il y a le village lui-même, la rue principale, les boutiques. C'est un univers qui rappelle un peu les Lucky Luke, hein, enfin... et puis les westerns, l'iconographie du western. Et il y a quand même un motif qui revient régulièrement, c'est celui de la maison, l'environnement. Souvent, on voit la maison et ce qui l'entoure. Alors, il y a une hypothèse qu'on a émise dans le cadre de la préparation de cette expo et du livre associé, c'est d'un lien éventuel qu'il pouvait y avoir avec ces grandes quantités de photographies de maison avec le Homestead Act, donc qui est une loi aux États-Unis qui, à partir de 1862, va permettre aux colons qui sont installés quelque part sur un terrain et qui construisent une maison et cultivent la terre et qui peuvent le prouver, eh bien, ils vont pouvoir accéder à la propriété.
cet Homestead Act, il est, disons, augmenté en 1909 avec l'Augmented Homestead Act, qui va encore plus simplifier et raccourcir les durées pour devenir propriétaire, dans le cadre notamment de la volonté de peupler les zones qui sont désertiques. Et donc la condition d'accès à la propriété, elle dépendait, il fallait pouvoir prouver qu'on habitait bien là et qu'on avait bien cultivé ces terres. D'où l'hypothèse que ces images, elles aient pu servir à documenter des demandes de propriété. D'ailleurs, certaines qu'on peut voir dans l'exposition ont des mentions qui rappellent directement à ça et qui mentionnent et convoquent le terme homestead. Donc ça, c'est évidemment une pratique qui n'a pas d'équivalent en France. Et en France, la carte photo a eu du succès. Et elle a été beaucoup pratiquée notamment par les photographes ambulants qui, dans les villes ou les villages, se positionnaient par exemple à un endroit et photographiaient les familles, le village. Mais dans l'ensemble, les vues sont beaucoup plus conventionnelles en France, beaucoup plus posées. Et on a tendance toujours, en France aussi, quand on pose dans une photographie devant sa boutique ou en famille ou devant sa maison, son perron, à revêtir nos plus beaux habits, à mettre en valeur en fait notre position sociale, une certaine réussite sociale. Et dans l'iconographie américaine, pour nous, Européens, en tout cas, ce qui nous frappe, c'est une espèce de désinvolture. On se montre tel qu'on est, et encore même, des fois, on peut exagérer un peu. En tout cas, on ne cherche pas à montrer une position sociale. C'est pas du tout ça, c'est pas ça. C'est plus, c'est des impressions, mais on montre là où on est, à ce moment-là, ce qu'on fait. J'étais là. I was here. This is where I now live. C'est ici que je vis maintenant. C'est ça qu'on partage. Et pourquoi ? Aussi, sûrement parce que c'est une population, ces colons, qui se déplacent beaucoup et qui cherchent du travail, qui trouvent un nouveau travail. Souvent dans les cartes aussi, on lit je t'écrirai quand j'aurai commencé mon nouveau travail, des mentions du travail. L'impression quand même d'une population qui est assez en mouvement. Et de manière générale, ce qui est assez extraordinaire dans toute cette iconographie, c'est qu'on sent à quel point, dans la rencontre avec les images et les mots, à quel point ces images, elles ont contribué à maintenir et créer des liens entre des hommes et des femmes situés à différents endroits sur le territoire.